Peut-être avant de commencer, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous travaillez pour un éditeur ou un producteur de contenu, même non journalistique? Très bien, ok. Qui a des positions plutôt marketing, disons? Ok. Plutôt publicité, revenu publicitaire? Ok. Éditorial? Petite minorité, d'accord. Alors, le sujet des cookies tiers intéresse a priori tout le monde. C'est ce que je prends comme learning. La phrase déjà. Et si la fin des cookies tiers était le meilleur moyen de reconquérir votre audience? Bon, dans la formule, tout changement, tout embûche peut être transformé en opportunité. C'était ma tentative philosophique pour vous faire venir ici. Avant de commencer, j'aimerais vous parler rapidement de Piano. Piano est une société qui ne s'appelait pas Piano à l'origine, il y a 7 ans de ça, qui a commencé aux États-Unis, avec le CEO que nous avons toujours, Trevor Kaufman, qui pensait qu'il devrait forcément y avoir un moyen de monétiser le contenu, à une époque où c'était rare, voire inexistant. Et il a créé une société qui s'appelait TinyPass. TinyPass, le petit pass minuscule, comme son nom l'indique, c'était du micro-paiement. Et donc à l'époque, voilà, acheter du contenu pour des très petites sommes. Très vite, l'abonnement est devenu assez intéressant. Donc c'est vers là aussi que la technologie s'est dirigée. Mais voilà, c'était un petit peu de la plomberie, c'est-à-dire que c'était définir des offres, prendre des moyens de paiement, c'était du e-commerce adapté au contenu. Donc très rapidement, il y a eu la problématique du paywall. C'est là que TinyPass s'est rapproché d'une société slovaque qui s'appelait Piano Media. Et je sais pas pour vous, mais entre Piano et TinyPass, je préfère Piano. C'était aussi le pari qu'ils ont fait, donc le nom est resté. Et ensuite, au cours de ces années, donc la plateforme a évolué. On en parlera un petit peu, même si c'est pas un sales pitch, je vous rassure. Donc oui, tout s'est enchaîné et au fur et à mesure, Piano a grossi, notamment par acquisition également d'une société ukrainienne qui s'appelle Newsmate pour rajouter des capacités newsletter à la plateforme. Plus récemment, fin 2019, Piano a fait l'acquisition de C-Sense, une société norvégienne éditrice de DMP et d'analyse sémantique, notamment. Donc, historiquement, Piano était vraiment axé sur la gestion de l'audience et les conversions sur site. Et avec l'acquisition de C-Sense, on est devenu aussi pertinent sur la monétisation via la publicité. Et plus récemment, cette année, en tout début d'année, Piano a joint ses forces avec Internet, la solution française de Web Analytics, qui vient donc d'être intégrée au stack Piano et renommée Piano Analytics. Dernier petit sondage, qui utilise Internet, maintenant Piano Analytics? Très bien, quelques-uns qui connaissent Internet. Ok, très bonne renommée. Très bien. Et donc, au fur et à mesure des années, Piano a été capable d'adresser de plus en plus de challenge business pour les médias sur la partie digitale. On a actuellement 600 clients partout dans le monde qui sont majoritairement à 90% des médias et on les aide sur la partie digitale, sur des problématiques de monétisation via l'abonnement, la publicité, de connaissance de l'audience, etc., etc. Voilà pour Piano. Et ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous exposer un petit peu comment nous, en éditeur de technologie et de services, on aborde ces différents changements liés à la privacy, à la fin des cookies tiers, pour, avec un petit peu de chance, vous donner un petit peu d'inspiration dans votre vie de tous les jours. Donc, je parlerai un petit peu du contexte. Je suis désolé, on va enfoncer des portes ouvertes, hein, mais je pense que c'est nécessaire. Ensuite, les opportunités que ce contexte apporte, comment en tirer parti. On fera un focus assez important sur le funnel d'acquisition. Qu'est-ce qui s'y passe tout au fond de ce funnel-là? Qu'est-ce qui est important de garder à l'esprit? Et finalement, comment exécuter le type de stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. On y va? Donc, le contexte. La première chose, c'est que, bien entendu, au niveau du revenu publicitaire,
Les éditeurs doivent se battre contre les GAFA et plus précisément la duopoly Google et Facebook. Donc c'est un premier split dans les investissements publicitaires. Et ils sont capables, bien entendu, d'être très, pardonnez-moi le terme, mais sexy, parce qu'ils ont énormément de connaissances clients. Ils ont énormément de données first party sur chacun d'entre nous et permettre du coup d'offrir des ciblages très ciblés, voilà. Des segments très ciblés, on va dire, afin pour les marques de pouvoir atteindre leur audience de manière précise. Donc, la compétition fait rage. La deuxième chose, c'est bien entendu la fin des cookies tiers, donc qui était déjà une réalité sur les navigateurs tels que Safari ou Firefox. Google qui nous annonce, je ne suis plus, je crois que c'est 2023 maintenant. Donc voilà, c'est déjà une réalité, mais ce sera de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que les éditeurs n'auront plus de la même façon accès à de la connaissance client en dehors de leur site. Ça a bien entendu des implications, on va y revenir. Et finalement, la privacy, surtout en France, avec la demande de consentement qui est comme point de départ, bien entendu, pour pouvoir faire tout type de mesures. Et ce qui rend bien entendu la connaissance client et notamment la création de comptes de plus en plus importante parce que maintenant, désormais, on dispose uniquement de connaissances client sur son site. Voilà pour le contexte, les opportunités. Donc, ce qui est sûr maintenant, et il y a beaucoup de choses incertaines, il y a quelque chose qui est quand même sûr, c'est que les données first party, les données clients vont avoir de plus en plus de valeur. Alors, chez Piano, on a une distinction en termes des deux types de données qu'on peut collecter sur notre audience sur un site, disons, média. Les premiers sont les first party data, donc c'est tout type de données qui sont collectées passivement au sein de l'audience par des mécanismes tels que le cookie first party. D'ailleurs, quand on parle de la fin des cookies, on est d'accord, on parle de la fin des cookies tiers. Il n'y a pas de signe que les cookies first party disparaissent dans un avenir proche. Donc voilà, les éditeurs disposent de ces données first party pour connaître leur audience. Et on a aussi des données qu'on appelle des données zéro party, qui sont des données qui sont données de manière explicite par l'audience à l'éditeur. L'exemple très simple, c'est un formulaire d'enregistrement. Je demande l'adresse email, c'est pas quelque chose que je peux deviner, c'est quelque chose qui m'est donné, peut-être même le sexe, la date de naissance, peu importe ce que vous demandez à votre audience quand elle s'enregistre. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être des questionnaires, des enquêtes, des quiz, ce genre de choses-là, n'importe quel type de données qui est donné proactivement par l'audience à l'éditeur. Donc c'est ces deux types de données-là sur lesquelles il va falloir travailler et il va falloir collecter plus de données, pas collecter la donnée pour collecter de la donnée, des données intéressantes, mais c'est là-dessus que le challenge va se positionner. Comment les éditeurs peuvent récolter plus de données first party et plus de données zéro party. Comment le faire? Donc, c'est important dans la collecte de data de comprendre les différents scénarios qui s'offrent à nous. Il y a un premier scénario qui est une audience qui refuse ou qui continue sans accepter quand elle arrive sur le site. Donc, qui refuse le dépôt de cookies. Vous n'êtes pas sans savoir que la CNIL a listé certaines solutions de Web Analytics qui sont exemptées, de mesures exemptables. AT Internet, maintenant Piano Analytics, c'était une des premières. Ce que la mesure exemptée permet de faire, c'est tout de même de capturer quelques signaux vitaux, pré-consentement ou sans consentement, pour avoir au moins une vision générale, une vision juste de son trafic, en termes de nombre de visiteurs, ce genre de choses. Ça, c'est la mesure exemptée qui permet vraiment d'aller capturer le minimum syndical, j'ai envie de dire, sur son audience. Ensuite, la mesure exemptée va avec la mesure hybride, c'est-à-dire qu'avec Internet, Piano Analytics, on est capable, une fois qu'une personne a donné son consentement, être capable du coup de lier les informations qui ont été mesurées avant consentement. C'est-à-dire qu'on est capable, une fois que la personne a donné son consentement, de savoir la source du trafic et ce genre de choses-là. Donc, c'est déjà un premier scénario. Quand il n'y a pas le consentement, on peut déjà commencer à capturer le minimum vital. Une fois que le consentement est accepté, on peut commencer à enrichir ce profil-là.
Ensuite, une fois bien entendu que le consentement est donné, on peut déposer un cookie first party. On va y revenir. Dans la logique de Piano, on est capable de collecter certaines informations, et je vais y revenir dans un instant. Mais c'est là que ça commence à devenir entre guillemets intéressant et qu'on peut commencer à collecter de la donnée qui peut être utilisée ensuite pour différents cas d'usage. Et on va pouvoir du coup créer un profil utilisateur qui est encore anonyme, bien entendu. La personne n'a fait que consentir. On ne sait pas qui elle est, mais on peut commencer à collecter de la data là-dessus. Ensuite, il y a des points très importants pour progresser encore une fois dans cette collecte de data, notamment l'opt-in pour une newsletter, par exemple, qui permet du coup d'avoir l'adresse email pour identifier son utilisateur. Encore une fois, vu que c'est progressif, ces profils s'enrichissent, donc on est capable, une fois qu'on a l'adresse email, de comprendre ce qui s'est passé avant et d'identifier un utilisateur et son historique sur le site. Il y a bien entendu la création de comptes, qui va pouvoir permettre de faire pas mal de choses, qui va pouvoir permettre de comprendre qu'une personne sur un ordinateur, sur une tablette et sur un iPhone, c'est peut-être une seule et même personne, et qu'en fait on sait peut-être beaucoup plus de choses sur cette personne qu'on le pensait originairement. On peut aussi éventuellement faire du tracking multisite, et c'est là qu'on va commencer à capturer ce que nous on appelle la zero party data. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un formulaire d'enregistrement type adresse email, sexe, date de naissance, peu importe ce qui est important pour vous de capturer. Mais il ne faut pas s'arrêter là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais en parler en plus en détail. Il y a une technique qui s'appelle le progressive profiling, c'est-à-dire qu'après enregistrement, essayer de continuer de manière progressive à capturer de la donnée intéressante, mais d'une manière segmentée, d'une manière intelligente, demander à une audience particulière, un set de questions particuliers pour continuer à enrichir cette connaissance client de choses qu'on ne peut pas deviner seulement avec un cookie. Et bien entendu, pour certains éditeurs d'entre vous, l'abonnement est bien entendu le Graal, la ligne de mire, l'étoile du Nord, vous l'appelez comme vous voulez. Et bien entendu, plus on a de données, plus on peut comprendre son audience, plus on a de chances d'amener son audience vers le paiement et vers l'abonnement. Je vous parlais tout à l'heure, après consentement, du dépôt de cookies. Je vais vous parler un petit peu du type de données que Piano collecte sur l'audience. Parce qu'avant de parler de technologie, d'activation de quoi que ce soit, on parle de données. La première chose qu'on va être capable de comprendre, c'est le type d'appareil sur lequel l'audience se connecte, l'operating system, bien entendu, la géolocalisation aussi, où elle se trouve, la source du trafic, est-ce que cette personne vient de Facebook, de Google, de Twitter, ou bien même de ma homepage. Ensuite, on va être en mesure de commencer à capter des comportements sur site, quelle page a été vue, combien de pages vues, à quel moment de la journée, ce genre de choses-là, donc de l'engagement, comprendre au fur et à mesure qui est mon audience volatile, qui est mon audience engagée, ce genre de choses-là au fur et à mesure. Et une particularité aussi de Piano, c'est qu'on est capable de faire du NLP, du Natural Language Processing, donc de l'analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on a un crawler qui lit les articles, les comprend, les traduit en data, si vous voulez, pour comprendre de quoi un article parle. Une fois qu'une personne va sur un article qui a été compris par la technologie Piano avant, tous ces métadatas sont liés au profil utilisateur. Donc, plus l'utilisateur va consommer de contenu, plus on va comprendre, et ce ne sera pas que le tag, si je suis intéressé sur le business, sur la politique, c'est vraiment le contenu de l'article, parce qu'il y a des sujets qui sont transverses, et on va comprendre au fur et à mesure ce qui intéresse la personne. Donc, plus elle consomme de contenu, plus on comprend ce qui l'intéresse. Et ça, d'ailleurs, en termes de use case, c'est très important pour pouvoir faire la publicité contextuelle, mais aussi la recommandation de contenu personnalisé. C'est une source de data qui permet plusieurs choses. Donc, c'est ça qu'on est capable de connaître sur une audience qui est encore anonyme. Maintenant, une fois qu'on a réussi, et je vous donnerai quelques exemples ensuite, à faire que son audience se logue, crée un compte, on a accès à plusieurs choses. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les zero party data, toutes les informations qu'on lui demandera de fournir enrichiront ce profil utilisateur-là. Et on est capable aussi de traquer sous différents sites. Et ça devient très très important parce qu'on sait très bien que toute l'audience ne va pas se loguer, on ne va pas se mentir, mais d'avoir un maximum de personnes loguées, d'avoir un maximum d'informations sur ces gens-là sont très intéressants parce qu'on peut extrapoler ça sur son audience anonyme avec une technique de lookalike modeling. Typiquement, c'est si on sait que 300 personnes sur mon site sont des hommes et que je vois qu'à 90%
des gens dont je ne connais pas le sexe ont les mêmes activités, les mêmes intérêts sur le site, je peux, avec un degré de confiance assez élevé, deviner que ces personnes-là sont aussi des hommes. Donc, extrapoler la connaissance client vers l'audience anonyme, c'est pour ça que c'est très important, même si tout le monde ne sera pas logué au final, d'avoir un maximum de personnes pour qu'on puisse extrapoler ça sur l'audience également anonyme. En termes de bonnes pratiques pour la collecte de données, recueillir le consentement, on est au courant. Faites en sorte aussi que l'échange de valeurs soit clair. Ça vaut pour tout. Et je pense que vous le voyez très bien dans votre benchmark quand vous allez sur des sites. On explique pourquoi. Pourquoi je dois enlever mon adblocker, pourquoi j'ai intérêt à m'enregistrer, pourquoi je devrais m'abonner. Bien entendu, donc c'est peut-être logique, mais c'est important d'avoir cette logique-là à toute interaction qu'on peut avoir avec l'audience sur le site quand on leur demande des choses, même si ce n'est que de la data, un quiz ou un questionnaire. Utiliser des formulaires courts, surtout sur mobile. Je pense aussi que c'est du bon sens. Si on se retrouve avec un formulaire de 10 questions sur mobile et qu'on n'a qu'un pouce, il y a de grandes chances qu'on abandonne. Donc, c'est aussi intéressant peut-être d'avoir des stratégies différentes sur l'ordinateur et sur le mobile. Peut-être se permettre plus de choses, demander plus d'informations sur un support ordinateur où j'ai mes 10 doigts que sur un mobile, par exemple. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, multiplier les occasions, c'est-à-dire ne pas se cantonner simplement au moment de la création de compte pour essayer de capturer de la donnée. Essayer d'orchestrer ces scénarios-là tout au long de la vie du client enregistré pour en permanence enrichir sa connaissance. Et je vais vous expliquer comment, c'est comme ça qu'on le fait chez Piano. Donc, on a un logiciel, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui permet d'orchestrer tout type d'interaction avec l'audience, donc c'est-à-dire de définir à quel moment on montre quel message à quelle audience. Du coup, ce qui est possible de faire, c'est de montrer des formulaires avec des questions différentes à des audiences différentes. Peut-être que je veux montrer aux personnes qui lisent plus de 10 articles politiques dans le mois, leur poser des questions relatives aux politiques. Peut-être que si des personnes lisent du contenu plutôt business, et ben au bout de 10 articles par mois, je leur pose des questions sur leur travail, sur leur secteur d'activité, etc. Donc c'est très important de pouvoir orchestrer tout ça. Et on a la capacité du coup de créer des formulaires custom. Et ces formulaires-là sont du coup des moteurs de capture de zero party data. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en temps réel, donc on orchestre ces scénarios, on capture cette donnée-là. Cette donnée-là est en temps réel enrichie le profil utilisateur, donc on a plus d'informations. Et sur la prochaine page vue, on est capable d'avoir une action différente. C'est-à-dire que si j'ai créé un segment de mes super fans de business, par exemple, eh bien peut-être qu'une fois qu'ils ont donné une information particulière, je peux leur montrer une offre particulière, une publicité particulière. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux entre orchestrer ce scénario de collecte, collecter l'information, enrichir les profils utilisateurs et, encore une fois, l'expérience sur site peut changer. Je vais passer pas mal de temps sur le funnel parce que je pense que c'est plus intéressant et moins théorique que ce que je viens de dire maintenant et vous donner vraiment des exemples concrets de comment on peut interagir avec son audience, de quelle façon, en fonction de là où elle se situe dans ce funnel d'engagement. Donc, vous en avez dû en voir plein dans votre vie, des différents funnels. Celui-ci, c'est le funnel Piano. Il n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres, c'est celui qu'on a choisi avec différentes étapes. Et différentes étapes car on juge qu'il ne faut pas s'interagir de la même façon avec tout type d'audience et que l'objectif n'est pas le même pour tout type d'audience. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur le site pour la première fois, il y a très très peu de chances qu'elle paye pour un abonnement en lisant un seul article. Donc peut-être que la stratégie à avoir pour ces gens qui arrivent pour la première fois sur le site, c'est au moins de les faire cliquer sur un autre article. Donc par exemple d'avoir une recommandation de contenu qui est assez performante pour pouvoir gérer un prochain clic. Ou alors peut-être un message de bienvenue, au moins. Peut-être même personnalisé en fonction de la source d'où vient cet utilisateur, j'y reviendrai. Ensuite, on a les utilisateurs actifs. Alors certaines personnes diront 4 pages vues, 10 pages vues, 15 pages vues. À vous de voir ce qu'est un utilisateur actif. Mais une fois qu'il est actif, on peut peut-être commencer déjà à essayer de l'engager de plus en plus, peut-être en lui demandant d'enlever son adblock, peut-être en lui montrant de plus en plus des messages pour le pousser à s'enregistrer, encore une fois avec une valeur qui est claire. Parce que maintenant, l'enregistrement devient peut-être pas aussi important que le paywall, mais il faut être dans la même logique, c'est-à-dire que
on demande vraiment de la data en échange de quelque chose. Il faut que cet échange de valeur soit défini et que l'enregistrement soit un produit à part entière, sauf qu'on ne demande pas des euros, on demande de la data et de l'identification. Une fois que la personne est active ou connue d'ailleurs, il est temps peut-être de commencer à essayer d'interagir avec elle, d'essayer peut-être de lui montrer certaines offres à différents moments, de différentes façons, peut-être des offres évolutives en fonction de son activité sur le site, c'est ce qu'on appelle le paywall dynamique. Et bien entendu, une fois que la personne est client, ça ne s'arrête pas là, hein, le churn get. Donc il est très important aussi d'avoir des stratégies en place pour maintenir un engagement et maximiser les chances que l'abonné reste abonné. Et finalement, on peut même utiliser ces abonnés loyaux comme prescripteurs pour essayer aussi de faire du recrutement de nouveaux abonnés avec des offres famille, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est que la plupart des éditeurs se focalisent sur celui-ci, c'est-à-dire les gens qui vont mon paywall pour les convertir en abonnés. Et c'est très bien, mais c'est la première étape. Ce qu'on essaie vraiment d'évangéliser sur le marché, c'est qu'il faut voir chaque tranche de ce funnel de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une logique d'engagement, une logique produit, pour déjà qu'il y ait un flot constant de personnes qui sont prêtes à s'abonner. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lancé une offre d'abonnement. En général, on a des bons résultats au début parce qu'il y a une audience qui est déjà prête de toute manière, qui est déjà fan de la marque. Et ensuite, on arrive peut-être à des périodes un petit peu plus creuses. Donc, c'est très important de en permanence cultiver son audience pour qu'elle progresse au fur et à mesure et qu'il y ait toujours un nombre constant de personnes qui sont prêtes à s'abonner. On travaille avec beaucoup de médias, j'ai dit tout à l'heure, 600 groupes médias sur plus de 1000 sites partout dans le monde, et donc on a la chance d'avoir énormément de données de benchmark. Donc on comprend un petit peu ce qui se passe sur la scène internationale et sur les différentes techniques, les différentes best practices qui ont été mises en place et leur effet. Donc pour vous donner une idée, c'est 9,2 milliards de visiteurs chaque mois qui passent au travers de la plateforme Piano, via les éditeurs bien entendu. Le chiffre n'est pas ici, mais de mémoire, il y a 9 millions d'abonnements qui sont gérés par la plateforme Piano, encore une fois, chez tous nos clients. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu un recul et de partager des données de benchmark. Donc on revient à notre funnel de tout à l'heure. On sait qu'en médiane, il y a 66% de l'audience qui arrive sur le site pour une première fois et qui ne revient plus. Si on arrivait ne serait-ce qu'à faire cliquer ces 66% sur un autre article, je vous laisse imaginer l'impact sur le trafic. Hein. Donc c'est pas du tout trivial. Il faut vraiment pouvoir y penser aussi, si on peut du coup, ne serait-ce que faire cliquer sur un autre article, cette fameuse audience, car ça représente plus de la moitié de l'audience sur le site. Pour l'audience active, on a choisi 10 pages vues en plus, 4,2%. C'est assez maigre, donc c'est aussi très intéressant de pouvoir cultiver aussi cette partie-là. La troisième est assez intéressante, c'est le pourcentage de l'audience qui est exposée à une offre. Avant la pandémie, c'était 7%. Et pendant la pandémie, il y a eu un des grands learnings des éditeurs, c'était qu'il fallait montrer plus d'offres, de manière différente, peut-être de manière plus intelligente, mais on a vu du coup que ce taux d'exposition, depuis le début de la pandémie, a doublé. Je disais tout à l'heure qu'on ne convaincra jamais toute son audience de s'enregistrer. On voit qu'en médiane, c'est un petit peu moins d'1% de l'audience qui se log. Donc voilà, c'est un chiffre sur lequel il faut travailler. 0,4% à peu près de l'audience convertie. Et finalement, seulement 75% de l'audience abonnée renouvelle après un an. Alors c'est un chiffre de médiane, rassurez-vous, il y a des bons et des mauvais élèves. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres, hein, je pense qu'on est d'accord, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des variations très importantes d'éditeur à éditeur. Donc c'est-à-dire que tout est possible. Le benchmark, la médiane est une unité de comparaison, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Il y a des bons élèves et des moins bons élèves. D'où l'importance, encore une fois, de se concentrer sur ces différents aspects du funnel. Et je vais tenter de vous donner un petit peu d'inspiration. Enfin, je vais essayer que nos clients vous donnent un petit peu d'inspiration sur des choses à faire sur ces différentes étapes du funnel.
D'ailleurs, je vous inviterai à me contacter si vous voulez avoir cette présentation-là. Je suis tout à fait disposé à vous l'envoyer après cette session. La première chose, c'est, je parlais tout à l'heure des personnes qui arrivent sur le site, que l'objectif, a priori, ce serait bien de les faire cliquer au moins sur un autre article. Alors déjà, s'il y a bien un job qu'il faut donner à l'intelligence artificielle, c'est bien celui-ci. Dans le sens où les algorithmes sont bien plus puissants pour aller définir quel type d'article montrer à quel type d'audience que les humains. Et vous voyez un petit peu la différence ici derrière moi. Je ne sais pas si non, je ne cache pas. Je ne suis pas si grand. Donc voilà, première chose, c'est important de faire confiance à l'intelligence artificielle sur ce domaine de particulier, car on voit que les performances sont beaucoup plus intéressantes en termes de recommandation de contenu personnalisé plutôt que du contenu fixe choisi par un humain. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut basculer complètement là-dessus. Il y a bien entendu énormément de valeur au niveau de la curation de contenu. Si les gens viennent sur votre site, c'est aussi parce qu'ils vous font confiance sur vos choix éditoriaux. On peut tout à fait imaginer des modèles hybrides avec la recommandation de contenu par le rédacteur en chef, l'équipe éditoriale, et aussi de l'optimiser par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On va parler du coup des messages de bienvenue. Les messages de bienvenue, c'est pas mal pour commencer une interaction avec l'audience sur site parce que ça ne nécessite rien. Ça ne nécessite pas de conversion, c'est simplement sympa, on va dire. Ce que font beaucoup nos clients, c'est des messages du rédacteur en chef, par exemple. Bienvenue sur notre site, voilà notre mantra, etc. Ce genre de choses-là. Ça donne tout de suite, déjà, on sait où on est. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, moi, je clique sur des liens, j'ai aucune idée d'où je suis. Ça arrive, donc déjà d'avoir une présentation, c'est intéressant, parce que si on le voit plusieurs fois déjà, on se rend compte qu'on visite ce site plusieurs fois. Donc voilà, ça peut sembler trivial, mais c'est la première interaction que vous pouvez avoir avec l'audience pour la faire rentrer dans votre univers. Donc voilà quelques exemples. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc certains de nos clients en profitent même pour avoir un call to action dans ce message de bienvenue. Pourquoi pas? Entre guillemets, ça ne mange pas de pain. Et un deuxième que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Alors, je ne suis pas familier avec Town Hall, mais je sens qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Welcome to Town Hall, where we tell you what the mainstream media want. Donc voilà, déjà, on sait un petit peu où on est. Je ne connais pas la publication, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Donc, c'est un exemple intéressant de première interaction avec l'audience. Voilà où vous vous trouvez, c'est ça qu'on fait ici. Restez avec nous. Ensuite, une deuxième interaction qui est un petit peu plus cruciale, c'est l'adblock. Parce qu'avec un adblocker, bien entendu, on ne monétise pas l'audience. Donc, c'est intéressant d'avoir une audience qui enlève son adblock. Et c'est une première interaction un petit peu plus directe qu'il convient d'avoir. On sait par exemple que des utilisateurs qui enlèvent leur adblock consomment 2 fois plus de pages vues que les utilisateurs qui ne le font pas. Encore une fois, basé sur notre benchmark. Donc, très intéressant de commencer aussi ici. Une best practice aussi, c'est peut-être de ne pas le montrer dès l'affichage de la publicité de la page, d'attendre de faire des tests, attendez 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, pour que la personne ait l'occasion de commencer l'article, et une raison aussi peut-être de l'enlever. Si l'article n'est pas intéressant, elle s'en va. Si l'article n'est pas intéressant, au moins, elle est appâtée, entre guillemets. Donc voilà pour l'interaction au tout début du funnel. Je vous ai rajouté quelques best practices ici et quelques exemples. Je ne vais pas passer en revue ceci, mais encore une fois, avec grand plaisir pour partager la présentation. On va passer du coup maintenant un petit peu plus sur le funnel, sur les utilisateurs actifs. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? On peut leur demander déjà de s'inscrire. Donc ici, je n'ai pas trouvé de meilleur exemple. Ce que je voulais dire avec ces 2 screenshots qui ont l'air d'être similaires, qui ne le sont pas tout à fait, c'est qu'il faut bien faire attention entre les templates sur ordinateur et les templates sur mobile. Notamment que le call to action soit visible sur le mobile sans qu'on ait à scroller. C'est ultra important. Je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais c'est très important en termes de conversion. Un peu plus tard ici, si on regarde du coup Bloomberg, donc on voit très clairement ce que je disais tout à l'heure, qu'ils affichent vraiment comme un paywall, qu'ils affichent vraiment pourquoi la personne devrait s'enregistrer. Parce que vous aurez des newsletters, parce que vous pouvez mettre des alertes, parce que vous pouvez personnaliser votre expérience. Et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Tout ça, c'est de l'A/B test. C'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux.
c'est très important de pouvoir tester toutes ces choses-là, mais en tout cas, afficher la valeur de manière très claire comme ça améliore la conversion. Un autre exemple ici du MIT, intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton enregistré, on arrive directement sur le formulaire. Ça enlève un clic. En plus, il demande uniquement un email et un mot de passe. Pour la petite histoire, chez Piano, un minimum pour créer un compte, on a besoin d'une adresse email, on a la possibilité d'envoyer un magic link ensuite. Mais en tout cas, voilà, ils ont gardé le formulaire très court et peut-être qu'ils utilisent d'autres moments pour aller capturer de l'information nécessaire. Mais au moins, ils facilitent la création de comptes pour les bénéfices dont on a déjà parlé juste avant. Ici aussi, pourquoi pas, tout comme un paywall, un registration wall inline aussi, encore une fois, avec le début de l'article comme teaser pour essayer d'appâter la personne à créer un compte. Et que ce soit ici Ad Age ou ici, c'est deux registration walls différents. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut maximiser le taux d'exposition de différentes façons si on veut pouvoir, bien entendu, avoir des résultats intéressants. Pour nos utilisateurs connus et les personnes exposées à une offre, le tant attendu paywall. Donc, on sait déjà que donc il n'y a pas de bonne solution. On sait qu'un hard paywall qui stoppe l'audience a plus de pourcentage de conversion. Encore une fois, on enfonce des portes ouvertes. Un soft paywall moins. Après, ça dépend aussi des objectifs. Est-ce qu'on veut essayer d'impacter le moins possible le revenu publicitaire? Est-ce qu'on veut suggérer plus que forcer? Encore une fois, à vous de faire cet arbitrage-là. Mais en tout cas, le hard paywall convertit beaucoup mieux que 40% mieux que le soft paywall. Et encore une fois, c'est important de ne pas uniquement se focaliser sur une seule façon d'afficher le message. On a des templates, on a des templates inline, on a des bandeaux, on peut insérer des choses dans les articles. Tout ça, ça doit être aussi réfléchi. Et plus le taux d'exposition montera, bien entendu, plus les résultats seront intéressants, même à taux de conversion égal, parce que plus de personnes seront exposées aux offres. Donc ici, à gauche, le Washington Times, à droite, le Chicago Sun-Times. Vous voyez que c'est assez similaire, hein, 3 offres, c'est ce qu'on recommande en général, avec l'offre la plus intéressante au milieu. Ce qui est aussi intéressant et très important, c'est d'avoir une synergie entre le paywall qu'on a vu et la landing page. Bien entendu, quand on parle de paywall dynamique, qu'on montre des offres différentes, des prix différents, il faut que ce soit cohérent, il faut que la landing page soit bien entendu aussi en relation avec le paywall. Ici, pas mal d'exemples aussi d'offres soft, c'est-à-dire de bandeaux qui rappellent qu'on peut toujours s'abonner au cas où l'audience l'aurait oublié. C'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Des inline paywall aussi, et même au sein d'un article, comme vous pouvez voir à droite ici, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler que les bénéfices de s'abonner à votre contenu. Mais le paywall n'est pas la seule chose qu'on puisse demander de faire à des endroits différents. Par exemple, on voit ici que Business Insider demande de s'enregistrer à sa newsletter au milieu d'un article. Assez intéressant, parce que si la personne est au milieu de l'article, c'est qu'a priori ça l'intéresse. Donc en plus de ça, si on est capable de cibler la bonne newsletter, si on en a plusieurs liées au contenu en particulier, c'est un très très bon moment pour demander de s'inscrire, parce que c'est un moment d'engagement fort. La landing page. Alors, ultra important, car on sait qu'à plus de la moitié des conversions se passent sur la landing page, ce qui ne veut pas dire que les paywalls ne sont pas efficaces, mais ça veut surtout dire qu'une personne, quand elle est prête à s'abonner, elle va faire un petit peu ses devoirs. Donc, plutôt que de prendre ce qu'on va lui donner, elle va en général voir tout ce qui est proposé en général, et c'est pour ça que plus de la moitié des conversions se passent sur la landing page. Donc, s'il y avait une seule interaction à bien lécher, entre guillemets, c'est bien la landing page, parce que c'est là qu'apparaissent la plupart des conversions. Et d'ailleurs, j'en profite, vous voyez, côté Business Insider, donc 3 offres. Il y a une offre à droite, une offre de 2 ans. Ça peut paraître bizarre, je ne suis pas abonné, tout d'un coup je vais signer pour 2 ans. C'est ce qu'on appelle en fait le decoy pricing. C'est la technique de la bouteille de vin super chère sur le menu qui rend la bouteille de vin quand même super chère, moins chère. C'est-à-dire que de pousser une offre plus onéreuse rend l'offre qu'on veut pousser beaucoup plus abordable.
cognitive bias. Donc c'est aussi une des best practices qu'on recommande, et c'est pour ça qu'on propose aussi 3 offres, pour avoir le loisir, entre guillemets, d'avoir une offre qui est plus là pour pousser une que l'autre. Et puis on n'est pas à l'abri de certaines surprises, d'avoir tout de même un abonnement de 2 ans. Encore une fois, je vous le ferai passer si ça vous intéresse. Passons maintenant sur le nerf de la guerre, nos clients, les gens qui ont déjà fait le choix de payer pour votre contenu. Et ben c'est vers eux qu'il faut se tourner pour en apprendre plus. C'est-à-dire que, bien entendu, orchestrer, je vous ai dit, des scénarios de capture de données, c'est la même chose pour les abonnés. Il faut avoir, bien entendu, des scénarios d'onboarding, mais aussi avoir des touchpoints réguliers avec eux pour leur demander ce qui se passe, pour savoir, au fait, vous n'avez pas utilisé cette partie du site, est-ce que vous savez que vous avez accès à ça? Ce genre de reminder-là, c'est important d'avoir ça, bien entendu, par email, mais aussi sur site, et encore mieux, en collaboration avec les deux. Et bien entendu, ce sont des informations ultra importantes pour l'équipe produit ou éditoriale, donc pourquoi s'en priver? Comment exécuter tout ça? Alors, je vais faire un petit peu le mentaliste. Qui c'est qui pense que c'est bien beau tout ça, mais ça prendra trop de temps de faire tout ce que je viens de vous dire? Non? Tout le monde a le temps? Très bien. Je n'ai pas la bande passante. J'ai d'autres choses à faire. Je ne pourrais pas faire tout ça. Non. Tout le monde a le temps, c'est très bien. Alors, on va parler un petit peu des autres maintenant. Mon équipe IT n'a pas la bande passante. Ouais. Ok, d'accord. Je n'ai pas les ressources. Ok. Et je n'ai pas les bons outils. Ah, le meilleur pour la fin. D'accord. Eh bien, c'est là que je me retransforme en directeur des ventes. Hein. Vous m'excuserez, j'ai essayé de le faire au minimum, mais chasser le naturel, il revient en galop. Un seul outil, une seule équipe. Ce que vous avez vu aujourd'hui, tous les templates qu'on peut mettre en face de l'audience sont générés sur les templates ou l'orchestration par un seul outil qui s'appelle Composer. L'outil Composer, c'est un outil à destination des équipes marketing, donc dans une logique de no-code, pour pouvoir aller gérer toutes ces interactions-là à différents moments, différents templates, pour pouvoir faire des A/B tests sans écrire une seule ligne de code. Donc, si on veut pouvoir être aussi prolifique, efficace que ce que je viens de vous dire, il faut aussi le bon outil, et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire avec Composer notamment. Vous voyez qu'il y a d'autres modules dans la plateforme Piano. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, si ça vous intéresse, on pourra en parler plus tard ensemble. Mais voilà, la vision, c'est vraiment d'avoir une seule plateforme pour pouvoir répondre à potentiellement tous les challenges des éditeurs, que ce soit sur la monétisation du revenu, la connaissance de l'audience, ce genre de choses-là. Et maintenant, Piano Analytics, anciennement Internet, va venir faire beaucoup plus que du reporting, mais de l'analytics. Et d'un autre côté, on va pouvoir aller activer des données analytics sur le front-end ou pour des use cases publicitaires. Et une seule équipe. Donc maintenant, Piano, c'est 600 employés, dont 150 Français. J'étais bien seul pendant 2 ans, c'est plus le cas. Et on a aussi 40 stratégistes. Pourquoi je mets le focus sur les stratégistes? Parce que ce sont des gens qui travaillent avec les équipes marketing des éditeurs pour les aider à mettre en place des solutions, des produits, des parcours utilisateurs, mais avec toute la richesse de la connaissance Piano et de son benchmark, mais au sein des équipes de nos clients. Donc à la fois, c'est des gens qui sont sur le terrain, donc qui nous rapportent de la connaissance sur ce qui marche pas, mais c'est aussi le bras armé éventuellement de votre équipe marketing, si vous le souhaitez. Et donc on peut interagir pour définir avec vous la stratégie digitale, comment lancer votre stratégie digitale, comment implémenter, bien entendu, et aussi sur des problématiques de data science, et notamment algorithmique. On a des modèles de propension à l'abonnement ou désabonnement, le modèle de propension à s'enregistrer, ce genre de choses-là. Donc voilà, en toute modestie, si ça vous intéresse, parlons-en. Je vais avoir l'occasion de réutiliser mes cartes de visite. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait 3 ans qu'elles sont toutes pliées dans mon sac. Donc n'hésitez pas, j'en poserai quelques-unes ici. Mais voilà, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps, mais en tout cas, si vous avez des questions, je vous écoute. Eh ben, on ne le fait pas.
On peut le faire avec les cookies tiers, encore pendant quelques temps, mais non, il n'y a pas de solution pour le faire tant qu'on n'a pas un dénominateur commun et en général, du coup, l'adresse email. Eh bien, merci beaucoup.